du Moyen Âge, en 1215, le Concile du Latran interdit à tous les clercs médecins de réaliser les opérations par le fer et par le feu. La chirurgie s'effectuant avec des lames et des cautérisations, seuls les barbiers purent la pratiquer. La création des universités au XIIe siècle privilégia la médecine scolastique qui ne s'intéressait pas aux arts mécaniques, donc à la chirurgie. Et ceux qui ne connaissaient pas le latin en furent exclus. Les barbiers prirent la relève et devinrent les barbiers chirurgiens, traitant la population dans leurs échappes, assurant les soins dans les hôtels-dieux, accompagnant les troupes sur les champs de bataille. Soutenus par le pouvoir royal, s'imposant grâce à des confréries que vous connaissez bien, comme celle de Saint-Caume à Paris, ils obtinrent progressivement une formation collégiale et un statut imposé par le roi Philippe le Bel en 1311. Ces barbiers chirurgiens découvrirent l'anatomie à partir du XIVe siècle, grâce à Mondino dei Illusi, qui enseignait à Bologne. Mais ce fut Vézal qui publia le premier traité d'anatomie à Padoue en 1543, la Fabrica. Ambroise Paré, barbier chirurgien des rois de France, préconisa la ligature des artères au cours des amputations pour éviter la cautérisation. C'est Félix, barbier chirurgien de Louis XIV. Pour rétablir la vérité, ce n'est pas Maréchal. C'est Félix, barbier chirurgien de Louis XIV, qui le guérit de sa fistule anale et lui demanda de séparer définitivement la barberie de la chirurgie. Ses successeurs, Maréchal et la Péronie, obtinrent du roi Louis XV la création de l'Académie royale de chirurgie, qui devint la référence européenne pour enseigner et apprendre le métier de chirurgie. Mais il fallut attendre le consulat avec Bonaparte pour que les chirurgiens et les médecins soient enfin traités à égalité. Fourcroy fut le grand inspirateur de la loi du 19 Ventose en 10 mars 1803 plus exactement, et qui réorganisa toute la médecine française. Il faut ajouter que la création de l'internat l'année précédente, en 1802, attira les meilleurs étudiants dans les hôpitaux. Le XIXe siècle fut celui des grandes écoles chirurgicales et des grands patrons tels que Dupuytren en France, Billroth en Autriche, Lister en Écosse, Alstedt en Amérique. Ce fut aussi celui des grandes innovations, avec la notion d'urgence due aux chirurgiens militaires de l'Empire, l'arrêt, qui imposa ses ambulances mobiles, précurseurs du SAMU, l'anesthésie avec Horace Wells, qui découvrit les propriétés des gaz anesthésiants, permettant des opérations plus longues et mieux régulées, l'asepsie, avec les travaux de Lister à Glasgow, inspirés des recherches de Pasteur pour prévenir et traiter les infections opératoires, la radiologie enfin, inventée par Röntgen, qui permet de voir l'intérieur du corps et d'aligner les fractures. Les guerres furent la source de progrès considérables. La bataille de Solferino en Italie durant le Second Empire est à l'origine de la Croix-Rouge et d'un statut humanitaire pour les blessés de guerre sous l'impulsion d'Henri Dunant. La Grande Guerre de 14-18 ouvrit la loi aux transfusions sanguines, car auparavant, les groupes sanguins décrits en Allemagne par Landsteiner n'étaient pas connus en France. Les plaies de la face, fréquentes dans les combats des tranchées, permirent l'essor de la chirurgie maxillofaciale et esthétique, avec des reconstructions par greffe osseuse et lambeaux cutanés, et c'est Hippolyte Moristot, que vous voyez en haut à gauche, et qui en fut vraiment le générateur. La liqueur de daquin améliora la lutte contre l'infection des plaies,
Les autochires de Carrel furent de véritables blocs opératoires ambulants. Le XXe siècle, a été celui des spécialités. Neurochirurgie est créée par Cushing, développée en France par Clovis Vincent et Thierry de Martel, suture vasculaire inventée par Alexis Carrel, qui eut le prix Nobel de médecine en 1912, qui fut le pionnier des transplantations, qui purent attendre des progrès fondamentaux pour entrer dans la pratique courante avec les groupes HLA par Dosset, qui eut le prix Nobel en 1980, et la cyclosporine découverte par Borel pour éviter le rejet. La chirurgie cardiaque peut se développer avec la mise au point de la circulation extracorporelle, la simplification des oxygénateurs et les travaux de Kirklin, en haut sur l'écran, de Lillehei et de Wall à Minneapolis, de Charles Dubost à Paris. La chirurgie moderne de la fin du XXe siècle est marquée par l'avènement de la vidéochirurgie, limitant l'effraction cutanée, la robotique imposant un ordinateur entre les mains du chirurgien et le site opératoire, le développement des endoprothèses que nous cardiologues connaissons bien, implantées par voie coronaire, mais aussi par d'autres disciplines, par voie digestive ou biliaire, assurant le développement de la chirurgie interventionnelle qui est souvent médico-chirurgicale. Je terminerai en disant qu'après avoir été des chirurgiens transplanteurs, les chirurgiens du XXIe siècle vont devenir des chirurgiens planteurs d'organes artificiels, dont le cœur Carbat, de mon ami Charpentier et le novateur, est le premier exemple. Je souhaite tout le succès qu'elle mérite à ces premières rencontres internationales de la chirurgie francophone et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, c'est une magnifique panorama historique. Et